Bonjour à tous, je suis Aude Carrera, je suis, régionale, dans le Nord-Aquitaine, je suis donc accompagnée aujourd'hui de plusieurs intervenants. Jean-Luc Verdier qui, est, basé à Baziège, qui est animateur de la filière sorgho depuis des années, mais qui, s'en va, bientôt à la retraite, et donc c'est moi qui, reprendrai, ce dossier. Donc Jean-Luc, nous parlera, notamment du bilan de campagne, mais il a aussi d'autres sujets à aborder avec vous. Je serai aussi accompagnée de Sandrine, Voland, qui, est basée à Pau et fait partie de notre service. Moi, je dirais des cultures et qui travaille plus particulièrement sur les désherbages des cultures de printemps et surtout et en particulier du sorgho. Clément Gras pour, la région ouest, basé au Manuro, qui, nous apportera quelques éléments économiques, sur le sorgho, donc qui est régional sur, le Poitou-Charentes. Bastien Chopineau pour, la région centre, qui, m'accompagnera pour, la présentation des variétés. Et enfin, Silver, Jolineau, qui, fait partie du service agronomie et production fourragère et qui présentera les résultats variétés, fourragères. Donc le programme de ce petit qui, normalement doit se finir, si on respecte bien les horaires, à 11h dernier délai. Donc en premier lieu, donc les actualités de la filière sorgho, quelques chiffres, production et marché, et puis, c'est Jean-Luc Verdier qui le présentera, qui vous fera part, du bilan de campagne 2022 et des enseignements de cette campagne. On verra ensuite, des données, sur, la performance du sorgho, dans les assolements, donc sur la campagne 2022, mais plus largement. Et puis, les résultats variétés habituellement, comme habituellement, sorgho grain et sorgho fourrager, et on finira par, des actualités sur, la lutte contre les adventices. Donc, en premier lieu, donc je donne, la parole à Jean-Luc pour, la partie, bilan de campagne. Merci Aude et bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vous propose de faire un petit tour de ce qui s'est passé l'an dernier pour revoir un peu le contexte du sorgho. Donc pour lancer le sujet, donc rappeler effectivement le contexte de la culture du sorgho. Donc effectivement, c'est une culture qui a plusieurs débouchés, hein. Donc ces débouchés sont différents donc selon le type de variété qui est cultivée. Donc on a des variétés destinées à faire du grain, donc ça vous les connaissez, c'est la culture principale de sorgho, donc des variétés naines et qui sont récoltées en grain. À côté, on va trouver des variétés qui sont plus avec des morphologies qui font plus de biomasse, de plus grande taille, qui permettent voilà, de valoriser donc des plantes entières, donc ce qu'on appelle les sorgho fourragers monocoupes, à destination principalement de l'ensilage, voire de la biomasse destinée à des usages non alimentaires. Et puis, on a une troisième catégorie de sorgho qui sont les sorgho fourragers multicoupes, qui sont plutôt valorisés comme plantes donc de pâturage, d'enrobinage, donc pour assurer un affouragement des animaux pendant la période estivale, donc une espèce qui a la capacité de pousser en conditions estivales et qui peut être utilisée, valorisée également comme plante de service au niveau des couverts végétaux estivaux, voire pour faire de la biomasse à usage non alimentaire. Voilà, donc ce petit point fait. Donc un mot sur l'état des surfaces et des marchés de la culture. Donc là, on va s'intéresser principalement au sorgho grain. Donc effectivement, ce que l'on peut constater en termes d'évolution des surfaces, là vous avez la carte des surfaces en France, hein. On voit que le sorgho reste bien sûr principalement une culture du sud avec voilà, des régions principale autour du sud-ouest, hein, de l'Occitanie et de l'Aquitaine, mais également donc un développement plus récent de la culture dans toute la partie centre-France, hein, donc Val-de-Loire et région centre, et également jusqu'à la Bourgogne, et puis bien sûr une culture qui est aussi installée donc en vallée du Rhône. Voilà. Donc ce que l'on constate, c'est qu'effectivement après plusieurs années où on avait des surfaces en croissance, on constate depuis 2 ans voilà, une certaine régression. Donc, on est un peu au creux de la vague en termes de surface. Voilà, on sait que le sorgho, c'est un petit peu la variable d'ajustement au niveau des assolements. C'est la culture qui se sème en dernier. Donc, effectivement, selon les emblattements des cultures, que ce soit des cultures d'automne
d'automne ou des cultures de printemps semées avant, voilà, la place disponible pour le sorgho est plus ou moins restreinte et donc effectivement là on en subit les conséquences et on en voit les effets. Bon, on pourrait ajouter aussi le fait que 2021 était une année un petit peu particulière, donc avec des conditions climatiques qui n'ont pas été toujours très favorables au sorgho, en particulier dans les régions plus septentrionales, donc des conditions un peu froides qui ont pu peut-être dissuader certains producteurs. Voilà, le contexte 2002 était totalement différent. Et puis on sait que pour les emblavements 2022, on a eu probablement aussi des arbitrages de dernière minute qui ont fait que une partie de la Sole a pu basculer, compte tenu de la conjoncture et de la guerre en Ukraine, vers le maïs, vers le tournesol, pardon, effectivement. Voilà. Et donc une production également en forte régression, hein, en particulier en 2022, qui est liée à la double effet de la baisse des surfaces, mais aussi au contexte pédoclimatique qui a entraîné des rendements plutôt à la baisse, hein. Donc on le sait, hein, toutes les cultures ont souffert, le sorgho également, donc de la sécheresse et des conditions climatiques extrêmes de l'été 2022. Alors, quand on regarde les surfaces à l'échelle des régions, voilà, la région qui reste la première productrice de sorgho, c'est l'Occitanie, hein. Et derrière, on va retrouver la Nouvelle-Aquitaine. Donc, effectivement, les départements, pour cibler les départements, bon, Occitanie, c'est la Haute-Garonne, mais le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, et en Nouvelle-Aquitaine, bon, le premier département producteur, c'est le Lot-et-Garonne, qui est le premier producteur de sorgho également en France. Voilà. Et puis, en troisième position, on trouve la région Centre-Val de Loire, hein, donc, qui a aujourd'hui une seule sorgho significative, hein, qui a fait la troisième région. Et puis des régions où les surfaces sont un peu plus limitées, c'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec essentiellement la vallée du Rhône. Et puis on va retrouver également donc la Bourgogne-Franche-Comté et les Pays de Loire. Voilà ce petit tour d'horizon cartographique. Alors qu'en est-il du bilan marché quand on regarde un petit peu les ressources et les utilisations, bon, ce que l'on constate pour la campagne 2022, récolte 2022, campagne 2022-2023, donc c'est effectivement une régression de la disponibilité, hein, liée à ce que j'ai évoqué, une baisse des surfaces et des rendements plutôt faibles, hein, fait qu'on a une offre, une disponibilité à la baisse par rapport aux années précédentes. Donc ça, c'est un élément de conjoncture que vous connaissez. Et donc, effectivement, un élément un peu habituel et qui est quand même important par rapport au sorgho, c'est le fait que son utilisation première reste le débouché à l'exportation. Donc aujourd'hui, effectivement, la première, le premier débouché du sorgho, c'est le marché de l'exportation. Alors c'est de l'exportation intra-européenne et à destination principalement de l'Espagne. L'Espagne est un gros utilisateur de sorgho à l'échelle de la production, hein, et effectivement, les fabricants d'aliments du bétail espagnols utilisent davantage le sorgho que les fabricants d'aliments du bétail français. Voilà. Voilà, ce qui est un petit peu dommage pour la culture. C'est vrai que je pense qu'il y aurait un intérêt à peut-être intéresser davantage les fabricants d'aliments du bétail français sur l'intérêt et les atouts du sorgho. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce bilan marché. Donc, si on poursuit, effectivement, voyons maintenant la situation en termes climatiques. Donc, vous l'avez vécu, hein, je ne vais pas refaire l'histoire, mais voilà, quand on regarde le climat en termes de température et de pluviométrie sur la phase de culture entre mai et septembre, hein, donc ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, on a subi toute une série de mois extrêmement déficitaires au plan hydrique, à l'exception du mois de juin, sur lequel on a eu quelques retours de pluie, particulier dans la région centre, beaucoup moins dans le sud de la France où la pluviométrie était tout juste normale. Et puis de nouveau, on est reparti sur 2 mois estivaux extrêmement secs, hein, qui ont effectivement pénalisé les cultures d'été, dont le sorgho, avec voilà, des conditions de sécheresse qui ont été quand même impactantes sur le rendement, et des retours de pluie de septembre, mais qui arrivent beaucoup trop tard, puisqu'on était déjà à maturité physiologique, et donc on peut considérer que là, ça n'a pas eu d'impact sur des compensations au niveau du rendement final. Et en parallèle, des conditions de température très élevées. Alors, on sait que le sorgho, il apprécie davantage les conditions chaudes que les conditions froides, hein, donc je pense que on peut considérer que ça a été plutôt bénéfique et ça a accéléré les cycles, mais on a eu quand même, voilà, un été particulièrement au niveau thermique particulièrement chaud, qui a accéléré les cycles.
Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu plus en détail le cycle de la culture, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, la culture a été installée alors qu'il commençait déjà à faire sec et ça a pu pénaliser certaines levées. On a eu des situations de semis un petit peu tardifs au mois de mai où déjà la qualité de la levée a été impactée par le fait qu'on était sur des lits de semences déjà très secs et des taux de levée qui ont pu en subir les conséquences. Voilà, cette sécheresse s'est poursuivie pendant tout le cycle cultural, hein. Je disais, à part l'exception de quelques retours de pluie en juin qui ont pu préserver un petit peu le potentiel dans les régions plutôt centre-France. Et donc, effectivement, une situation de stress hydrique qui a pu être renforcée par des stress thermiques qui ont, voilà, au final, expliquent en partie les rendements que l'on a pu mesurer cette année. Et puis, donc, une fin de cycle avec des récoltes très précoces. Bon, je pense qu'on n'a jamais récolté du sorgho aussi tôt. Bon, le bénéfice qu'on peut en tirer, c'est on a eu des conditions de récolte plutôt satisfaisantes, des taux d'humidité très faibles qui ont limité les frais de séchage. Donc, pour détailler un petit peu ce cycle cultural en quelques mots, j'ai pris 5 situations pédoclimatiques, 6 situations pédoclimatiques correspondant à des sites d'essais variétés. Donc, j'ai pris 3 essais en sec, donc non irrigués dans le quart sud-ouest, et 3 essais irrigués. Voilà, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les essais en sec, voilà, ils ont reçu autour de 200 mm, ce qui n'est pas beaucoup, hein, sur tout le cycle culturel, quand on cumule le réservoir, la pluie. Voilà, la culture a eu en gros 200 mm pour faire son cycle, ce qui est quand même très, très faible. Et puis des situations en irrigué où on a eu donc 330 à 360 mm d'eau sur le cycle. Et en parallèle, des conditions thermiques, hein, donc avec dans le sud un nombre de jours où la culture a subi plus de 35 degrés de température maxi, relativement important. On a de 20 à 25 jours dans tous les sites sud, donc sur le cycle cultural, voilà, qui a pu avoir une incidence sur la culture. Donc, qu'en est-il effectivement des résultats? Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, si on passe à la diapo suivante, que voilà, quand on regarde un peu l'année 2022 par rapport à un historique de 20 ans, voilà, vous la voyez en bas à droite, elle ressemble à 2003, que ce soit sur le plan des températures en abscisse ou sur le plan du déficit pluie moins ETP en ordonnée. Voilà, on est sur des années un peu hors normes, voilà, où on a battu des records voilà, de chaleur et de stress hydrique. Voilà. Alors, quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé au niveau du bilan hydrique, voilà, vous avez un bilan hydrique calculé selon la méthode Irélis et on voit que voilà, on a un réservoir qui se vide très rapidement, qui rentre en réserve de survie relativement tôt dans le cycle cultural, hein. Donc, ça veut dire que la culture commence à rentrer en stress pendant la phase de montaison. Certes, quelques retours de pluie en début de période sensible au gonflement, et puis de nouveau, voilà, une situation de stress qui va impacter la phase la plus sensible de la culture entre gonflement et grain laiteux, et on finit quasiment, si on en croit le modèle, avec un réservoir quasiment vide. Voilà. Donc ça, c'est la situation du sud-ouest avec le site de Montesquieu-Lauragais. Si on regarde un site plus au nord, en Val-de-Loire, dans le Loiret, voilà, on voit que là, certes, il a fait sec et chaud, mais avec des conditions quand même moins extrêmes que ce qu'a subi le sorgho dans le sud de la France, hein, que ce soit sur le plan thermique ou hydrique. Voilà, on est dans les années sèches, mais pas de manière aussi exceptionnelle que l'on a pu le subir dans le sud. Et ce que l'on observe effectivement en termes de bilan hydrique, dans une situation qui a été en plus irriguée, puisqu'il y a eu 2 tours d'eau sur ce site-là, on voit que globalement, quand on regarde l'évolution du bilan hydrique, alors certes, il y a eu un petit peu de déficit, mais ce déficit a été essentiellement en fin de cycle. Et là, on sait que ça a quand même beaucoup moins de conséquences pendant la phase de remplissage. Le sorgho arrive à supporter du stress hydrique. Et par contre, pendant la phase sensible, on voit que la réserve était relativement bien remplie. Et on va voir que ça a quand même permis de préserver, d'assurer un bon potentiel de rendement. Voilà. Donc, si on passe à l'étape suivante, effectivement, sur les faits thermiques, voilà, ici, vous avez un déroulé du cycle cultural de l'année 2022 par rapport à des années normales. Donc là, c'est le site sud-ouest, dans le Lauragais. On voit qu'on gagne à peu près 20 jours de précocité avec un cycle cultural qui s'est accéléré dès le début, hein, et donc, on avait des stades qui sont arrivés avec 15, 20 ou 30 jours d'avance par rapport à une année normale, hein. Donc, on a pu récolter des sorgho à partir de fin août, début septembre, avec des conditions d'humidité qui étaient proches de la norme, hein, proches des 15%.
Quand on regarde un petit peu la situation Loiret, voilà, avec un cycle qui est décalé, on sème un peu plus tard et on récolte un peu plus tard. Donc, effectivement, sur cette situation-là, on voit que la différence par rapport à une année normale est un peu moindre, alors, mais on finit quand même avec 20 jours d'avance par rapport à une année normale. Et on voit que voilà, on a pu récolter des sorgho à partir du mois de septembre, alors qu'habituellement, c'est plutôt des récoltes mi-octobre qui sont réalisées dans ces régions-là. Voilà, donc effectivement, et donc pour terminer, les conséquences sur le rendement. Donc ce que l'on peut mettre en évidence là sur ces 6 situations, c'est la relation entre disponibilité en eau et rendement. Et on voit qu'effectivement, il y a une relation directe, hein. Les essais conduits en sec sont ceux qui ont le plus morphé. Alors voilà, il faut relativiser. Il s'agit de rendements petites parcelles, hein. C'est les rendements issus des essais, issus des 10 meilleures variétés. Donc effectivement, quand on se compare à des rendements moyens, grandes parcelles, voilà, on est encore sur des rendements plutôt corrects malgré tout. Mais voilà, l'effet hydrique est très important et on peut le mesurer sur une situation qui est l'essai du Magnereau où on avait dans la même parcelle un essai irrigué et un essai en sec, un des essais conduits par le GVS. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, dans cette situation-là, voilà, la valorisation hydrique apportée par 150 mm d'irrigation, c'est plus 30 quintaux. Donc voilà, ça montre bien effectivement le fait que le sorgho est une culture qui, certes, peut être un peu plus robuste en situation stressée, mais que malgré tout, voilà, un confort hydrique permet quand même de gagner des quintaux et d'atteindre des niveaux de rendement beaucoup plus satisfaisants. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, et je pense que j'en suis arrivé au terme de ma présentation. Bonjour à tous. Effectivement, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, je suis ingénieur régional au Magnereau, basé en Poitou-Charentes. Et on vous propose de vous présenter les résultats d'un projet qui visait à déterminer et comparer le potentiel des cultures de printemps en agriculture pluviale en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on peut passer, voilà, et pour vous présenter un petit peu le projet et le dispositif, l'objectif de ce projet, c'était la comparaison du potentiel de culture d'été en situation pluviale à contrainte hydrique modérée à forte. Et donc, c'était un essai en bande comparative qui a été proposé à plusieurs partenaires et nous-mêmes, on l'a mis en place sur la station du Magnereau. Donc, l'objectif, c'était de travailler sur le croisement des argilo-calcaires allant de Nouvelle-Aquitaine à la Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne, en passant par le centre Val-de-Loire. Et dans les exploitations orientées en grande culture, dans ces zones, de nombreux facteurs limitent la performance et la durabilité des exploitations, notamment avec des rotations courtes de cultures d'hiver, entraînant des difficultés dans la maîtrise du désherbage, la gestion des aléas climatiques, mais aussi le potentiel des cultures qui est limité. Donc la recherche de diversification des cultures, notamment d'une culture de printemps dans ces isolements, devient une priorité, mais les référencements pour évaluer le potentiel, les avantages et les inconvénients les unes par rapport aux autres. Donc nous, je vous propose de vous présenter les résultats qui ont été menés au Magnereau, puisque c'est dans ce contexte qu'on a pu comparer les 3 cultures à l'optimum, c'est-à-dire qu'on a pu adapter les dates de semis, mais aussi les itinéraires techniques pour aboutir à vraiment la comparaison des cultures entre elles à l'optimum. Et on était bien dans la même parcelle, donc en bande comparative comme présenté dans la diapositive précédente. Mais ce qui est important, c'est quand même qu'on est sur un sol au Magnereau qui et pas tout à fait représentatif de la région Poitou-Charentes. On est quand même sur des sols avec une RU de 149 mm. Donc, il y a un potentiel des sols qui est tout de même important. Mais pour vous présenter ensuite les 2 années climatiques sur lesquelles ont été réalisés les essais, donc on a l'année 2021 qui était une année plutôt pluvieuse. Là, vous voyez sur ce graphique-là, on a l'histogramme avec les barres qui représentent les barres bleues qui représentent la pluviométrie en 2021, et ensuite vous avez la pluviométrie moyenne saisonnière. Donc, ça permet de comparer l'année 2021 comparée à la tendance moyenne. Et ensuite, en termes de température, donc avec la température en vert
comparé à la température moyenne saisonnière. Donc c'est une température dans la moyenne des 20 ans et une pluviométrie qui est excédentaire, notamment au stade de clé du développement des différentes cultures de printemps qui ont été implantées en 2021. Et ensuite, en 2022, on a une année complètement différente, ou en tout cas très différente de celle de 2021, avec justement un cumul des températures qui est fortement excédentaire par rapport à la moyenne sur 20 ans. On le voit sur la courbe verte. Et en termes de pluviométrie, on était largement déficitaire, malgré un épisode pluvieux en juin, mais qui a pas du tout suffi pour les cultures de printemps. Mais c'est intéressant justement de pouvoir comparer la performance de nos trois cultures dans ces deux contextes qui sont vraiment très différents. Voilà pour la... Et donc on peut vous présenter maintenant les résultats de ces 2 années très contrastées, comme on vient de le dire, avec la comparaison de nos trois cultures, donc sorgho, maïs, tournesol. Et donc en 2021, ce qu'on a conclu nous sur la station du Magnereau, c'était qu'on atteignait l'optimum hydrique de nos cultures avec une année climatique comme celle de 2021. Donc avec un sorgho qui fait plus de 90 quintaux, notre maïs donc c'est un sorgho Arski, c'est une variété septentrionale très précoce. La variété de maïs, c'est une dentée demi-précoce à demi-tardif, donc G3. Et le tournesol, c'est une demi-précoce. Et donc en 2022, les résultats des rendements, eh bien, ils sont plutôt faibles avec un sorgho et un tournesol qui se rapprochent en termes de performance et un tournesol à 22 quintaux et demi. Donc voilà pour les résultats. Ensuite, on vous propose une étude économique basée sur ces résultats. Donc, on a pris nos 2 années, donc c'est-à-dire notre année 2021 avec les rendements qui sont écrits en vert et notre année sèche, donc typée 2022, avec l'itinéraire technique qui a été réalisé dans nos essais. Mais on a pris les prix d'approvisionnement et les prix de vente qui ont été moyennés sur 5 ans, c'est-à-dire sur la période 2017-2022. Ce qui nous a permis d'aboutir à ces résultats et de voir que avec des prix d'approvisionnement et des prix de vente moyens et les rendements qui ont été réalisés sur ces 2 années très contrastées, et bien que sur une année pluvieuse, notre maïs en termes de marge brute, vous avez la marge brute avec aide en vert et la marge nette complète, c'est des marges nettes complètes avec aide en jaune. Et bien que sur une année pluvieuse, le maïs se démarque comparé aux 2 autres cultures, alors que sur une année plus sèche, eh bien c'est le sorgho et le tournesol qui sont équivalents, légèrement supérieurs à un maïs. Donc voilà pour cette étude économique. Ensuite, on a essayé de réfléchir avec le pôle économie à des scénarios possibles pour 2023 pour essayer de se projeter sur ce qui pourrait se passer en 2023 et donc essayer de simuler des scénarios de prix et de charges pour 2023. Donc là, vous avez ce qu'on a saisi, ce qu'on avait comme résultat en 2021-2022. Et les prix aussi de la moyenne 2017-2021 que j'ai rentré pour aboutir au résultat que je vous ai présenté précédemment. Et pour les scénarios 2023, donc on en a choisi de vous en présenter 2. Un scénario plutôt charge haute et prix plutôt tendance haute. Et un deuxième scénario avec des charges plus élevées, encore plus élevées, et un prix plutôt tendance basse. Et pour vous présenter ensuite les résultats de ces des scénarios en 2023. Donc si on passe à la diapo suivante, donc là je vous ai mis tout de même
la somme des charges complètes des 3 différentes cultures que j'ai pu sortir de cette analyse économique, avec des écarts importants qui sont visibles sur maïs et sorgho, et expliqués par des charges engrais et des charges séchage qui ont été en nette progression. Donc il y a plus d'écart sur ces cultures en fonction des 2 scénarios. Donc la première barre de notre histogramme, c'est notre moyenne avec nos charges de 2017 à 2021. Et ensuite, nos 2 autres barres, notre première barre, c'est notre premier scénario que je vous ai présenté précédemment, donc charge haute et prix haut. Et ensuite, le deuxième scénario, charge très haute et prix plutôt tendance basse. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un petit aperçu de ces différentes charges de nos 3 cultures. Et ensuite, on peut passer à la diapositive suivante et observer justement l'évolution des marges brutes hors aide avec nos scénarios 2023, nos hypothèses de charges qu'on a définies pour 2023. Donc si on compare avec notre moyenne 2017-2021 sur rendement 2021, c'est-à-dire que si on prend des résultats sur une année typée 2021, donc une année plutôt pluvieuse, et qu'on compare ces résultats entre une moyenne de charge 2017-2021 à nos 2 scénarios pour 2023, donc c'est-à-dire voilà, ceux que je vous ai présentés précédemment, on observe que sur une année pluvieuse, notre maïs est plutôt en avant, devant en termes de marge brute, comparativement à un tournesol et un sorgho qui sont plutôt équivalents sur ces années-là. Et ensuite, si on regarde finalement sur les rendements qui ont été réalisés en 2022, donc année typée 2022 plutôt sèche, si on fait le même principe, on compare notre moyenne 2017-2021 et nos 2 scénarios de charge pour 2023, on observe que notre sorgho et tournesol sont plutôt équivalents et supérieurs en termes de résultats de performance économique par rapport à notre maïs. Donc voilà pour ces résultats économiques, cette étude économique a été réalisée sur la base de nos deux années d'essai qui ont été faites au Magneuro. Voilà, et en conclusion, on peut dire que ces 2 années sont vraiment très différentes et décrivent les aléas du climat attendus dans les prochaines années, avec des aléas forts et des cultures qui sont avec des performances économiques qui sont différentes d'une année sur l'autre dans un même contexte pédoclimatique qui était celui du Magneuro en 2021 et 2022. Et ces résultats sont concordants par rapport à ceux issus de la bibliographie. Et ce qu'on prévoit de faire l'année prochaine, c'est de poursuivre ces essais en bande comparative qui ont été plutôt bien réussis au Magneuro, où vraiment l'objectif c'était de pouvoir comparer à l'optimum ces 3 cultures sur un même contexte pédoclimatique. Et donc, ça a été une mission réussie. Et donc, en 2023, le même dispositif est prévu sur la station du Magneuro pour avoir une aide plus de référence. Voilà pour cette présentation du projet. Pour poursuivre un petit peu dans cet axe d'analyse économique et d'apporter des éléments sur l'intérêt économique du sorgho face aux autres cultures de printemps, on vous propose de vous réévoquer des travaux qui avaient été menés dans le sud-ouest en les réactualisant dans le contexte économique actuel, hein, sur l'évolution à la fois des charges et des prix de vente. Donc il s'agit de travaux qui avaient été conduits donc dans les années 2014, 2015 et 2016, en Occitanie et Aquitaine, donc qui visaient à mettre en comparaison donc les 3 principales cultures de printemps que sont le maïs, le sorgho, le tournesol et le soja. Donc, ces essais avaient été réalisés, comme je l'ai dit, en partenariat avec nos collègues de Terrinovia. Et donc, effectivement, il nous a paru intéressant de les remettre en avant par rapport en les remettant dans le contexte de la campagne, du contexte économique des campagnes 2022 et 2023.
Donc, effectivement, la présentation que je vais vous faire consiste à faire des comparatifs de marge brute équivalentes, hein, donc, pour pouvoir avoir des repères sur les rendements équivalents entre les espèces pour donner des indications sur l'intérêt économique et la compétitivité des cultures les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc, bon, je ne vous refais pas comment se calcule la marge brute. Hein, donc, effectivement, on est reparti des scénarios de rendement équivalents que l'on a mesurés dans nos essais, donc avec des prix de vente adaptés au contexte de la campagne. Et puis, donc, effectivement, on a réévalué les charges, en particulier, effectivement, tout ce qui a évolué au niveau des charges de Ferti et également des aides économiques. Voilà. Donc, ça nous a permis de construire des matrices qui mettent en comparaison le rendement et le prix. Et donc, on a modulé la conduite en prenant en compte effectivement le potentiel de rendement, et donc on ajuste la fertilisation azotée en particulier au rendement, et donc après on a pris des coûts de séchage équivalents, identiques entre le maïs et le sorgho. Donc les rendements qui avaient été mesurés dans ces essais, donc au cours des 3 années d'expérimentation, vous les avez ici, donc avec les amplitudes mesurées. Voilà, donc pour montrer qu'on était quand même sur des situations avec des potentiels plutôt corrects, mais assez aléatoires, avec des effets années plus ou moins marqués, parce que dans ces années-là, on a eu des années plutôt sèches, hein, et des années un peu plus favorables. Donc on a balayé quand même des scénarios climatiques assez variables. Voilà, en moyenne, on était, concernant les oléagineux, on était en moyenne un peu moins de 30 quintaux en soja, plus de 35 quintaux en tournesol, donc plutôt des bons rendements avec l'amplitude que vous voyez ici. Et pour ce qui est du sorgho et du maïs, voilà, on avait des rendements, au final, en moyenne, on est sur des rendements assez proches entre sorgho et maïs, hein, donc voilà, autour de un peu plus de 80 quintaux en sorgho, et à peu près, un rendement équivalent également en maïs, avec des amplitudes liées au contexte climatique plus ou moins séchant. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'on a construit nos marges comparatives. Donc si on va à la diapo suivante. Voilà, je ne veux pas redétailler, mais voilà, les itinéraires culturaux ont été optimisés. Donc, effectivement, dans les choix variétaux, on a adapté nos choix en termes de groupe de précocité pour coller aux recommandations et aux pratiques optimales. On a un ajustement des densités de semis. Voilà, donc on est sur les semences certifiées. Voilà, comme je le disais, la fertilisation minérale est adaptée et ajustée voilà, au potentiel de rendement de la parcelle. Hein. Donc, sur du maïs, on était entre 90 et 150 kg selon les situations, également en sorgho. Une fertilisation PK également adaptée, et des récoltes avec des taux d'humidité voilà, qui étaient ceux qui ont été mesurés à la récolte, pour prendre en compte les frais de séchage. Donc ensuite, on a réadapté nos hypothèses économiques. Donc, dans la conjoncture que vous connaissez, donc on a différencié 2022, donc avec début d'augmentation des coûts des fertilisants en particulier, et puis une explosion voilà, une prise en compte de prix, même si aujourd'hui, effectivement, on voit que la situation se réajuste et a tendance un petit peu à décroître sur les coûts des engrais. Voilà, on a pris un scénario 2022 avec de l'azote à 1,8 € la tonne, le kilo, pardon, et un scénario 2023 à 3 € le kilo, voilà, l'unité. Voilà. Donc, idem pour le PEK, également dû au coût de l'énergie, des frais de séchage qui ont également flambé en 2022 et en 2023. Et puis, on a également pris en compte l'évolution des aides couplées soja liées à la nouvelle PAC. Voilà. Et à partir de là, effectivement, on a pu construire nos comparaisons de marge brute qui sont présentées donc sur la diapositive suivante. Donc ici, c'est des tableaux qui permettent de mettre en relation le prix de vente de la culture, donc le sorgho, le maïs, le tournesol et le soja. Donc ces 4 tableaux sont construits de la même manière. Donc la gamme des prix de vente, et en abscisse la gamme des rendements. Et donc, à partir de là, on peut, en fonction du niveau de rendement et du prix de vente, comparer les marges brutes et voir à partir de quel rendement on peut avoir des marges brutes équivalentes. Donc, si on se positionne dans ce premier tableau dans le contexte de la conjoncture 2022 que j'ai détaillé précédemment, voilà un petit peu la lecture que l'on peut en faire. Si on considère effectivement les prix potentiels de vente de cette année-là, hein, donc du sorgho à 310 €,
du maïs à 320, hein, donc on retrouve le différentiel habituel que l'on observe entre maïs et sorgho, hein, qui est souvent en général de l'ordre de 5 à 10 euros la tonne, donc on est dans ce contexte-là. Ce que l'on voit effectivement pour une marge qui serait à peu près équivalente, on a voilà, une équivalence pardon, entre voilà, un sorgho à 4,5 tonnes hectare et un maïs également avec le même niveau de rendement, avec 10 euros la tonne de plus, on arrive à une marge brute équivalente. Donc on voit qu'effectivement, entre ces deux cultures, voilà, avec un rendement équivalent, on arrive à peu près à la même marge. Donc ça donne une idée, puis ça permet de se repositionner dans son contexte local. Voilà, si on fait un petit peu plus de rendement en maïs ou un petit peu plus de rendement en sorgho, comment les choses vont se recaler. Et pour ce qui est des oléagineux, voilà, avec un prix de vente à 650 euros la tonne et un rendement à 17-19 quintaux, on est à peu près dans la même fourchette que du sorgho à 4 tonnes, 4 tonnes 5. Et pour ce qui est du soja, voilà, on arrive à une marge à peu près équivalente, toujours à 750 euros la tonne, avec un soja à 15-17 quintaux hectares. Voilà, donc voilà comment on peut lire ces graphiques. Et voilà, le constat qu'on peut en faire, c'est qu'effectivement, dans ce contexte-là, voilà, on a des cultures qui sont compétitives. Il ne s'agit pas de pointer une culture qui va être mieux que l'autre. On voit qu'effectivement, puisque là, aujourd'hui, on parle sorgho, que le sorgho peut trouver sa place en termes de compétitivité. Voilà, dans le contexte du Sud-Ouest, alors il ne s'agit pas d'extrapoler ces résultats à toute la France, hein, je le rappelle, on est bien dans le contexte Sud-Ouest. Voilà, on peut considérer que dans ce contexte-là, en système non irrigué, hein, je rappelle, on est bien en système pluvial, on a une culture qui se montre compétitive en comparaison des autres espèces culture d'été, hein. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va substituer une culture par rapport à une autre, mais je pense que l'intérêt, c'est de montrer que le sorgho peut trouver sa place dans l'assolement et que par ailleurs, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans la recherche de diversification, hein, pour avoir des rotations un peu plus diversifiées, pour répondre à des enjeux de robustesse par rapport à des enjeux problématiques sur d'autres aspects agronomiques tels que le désherbage, par exemple, hein. On sait qu'il y a des régions où on a besoin de diversifier sa rotation pour mieux gérer des problématiques de graminées hivernales. Voilà, donc dans ce contexte-là, bon, le sorgho peut trouver sa place. Et effectivement, si on regarde sur la diapositive suivante, la conjoncture 2023, donc en intégrant voilà, les évolutions de coûts, en particulier des engrais et l'évolution des prix potentiellement des cultures pour l'année à venir, donc avec des prix qui sont plutôt un petit peu à la baisse et des intrants qui sont toujours à des niveaux élevés. Voilà quelles sont les marges équivalentes que l'on pourrait identifier. Donc là, effectivement, sur des prix plutôt autour de 270 euros la tonne en sorgho et plutôt 280 en maïs. Voilà, pour avoir une marge équivalente, voilà, on est autour de 60-65 quintaux en sorgho et autour de 65 quintaux en maïs. Voilà, donc on retrouve effectivement cette équivalence de rendement. Donc après, à voir dans le contexte donné, qu'est-ce qu'on peut plus facilement atteindre? Est-ce que c'est 60-65 quintaux de sorgho ou 65 quintaux de maïs, hein? Donc, chaque situation est un cas particulier selon la profondeur de sol, voilà, le réservoir disponible dans un contexte non irrigué. Et quand on se compare à des oléagineux, voilà, pour faire à peu près la même marge, il faut un peu plus de 20 quintaux de tournesol et un peu moins de 20 quintaux en soja. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire en termes de comparatif de marge brute équivalente. Et je pense que ça peut contribuer à montrer un petit peu la compétitivité de la culture et là où elle peut trouver sa place dans les assolements. Donc voilà un petit peu moi ce que j'avais à vous dire concernant cette étude économique comparant les marges et la rentabilité des principales cultures d'été. Merci. Et donc, on va passer à une partie qu'on va présenter à deux voix avec Aude, la partie des résultats variétés, sorgho grain. Et ensuite, on aura la partie fourrage qui viendra juste après. Donc, on va s'appuyer sur le réseau d'essais réseau d'essais variétés qui est conduit donc en partenariat par le GVES, l'UFS Sorgho et Arvalis. Et juste peut-être en termes d'introduction qui peut être assez importante, notamment pour une culture qui monte en termes de surface, notamment sur les zones nord.
bien rappeler que le sorgho, ça a besoin d'une somme de température qu'on calcule en base 630, donc comme du maïs. Et là, on vous a remis une carte qui représente la somme de température en base 630 sur la période du 10 mai au 15 octobre. Donc, en gros, le 10 mai, ça serait la période de semis, et 15 octobre, la période de récolte, pour couvrir en fait l'offre climatique de la région ou enfin de la zone pour le sorgho grain, pour la culture du sorgho grain. Donc, on a pris une période de 20 ans et on s'est placé en décile 2. Donc, le décile 2, c'est se mettre dans les contextes des 2 années les plus fraîches sur 10. Donc, en gros, il faut considérer que là, c'est la somme de degrés jour minimale qui est atteinte au moins 8 années sur 10 dans votre secteur. Donc, ça permet quand même de se donner un petit peu de confiance dans les zones un peu plus nord. Par contre, il y a des zones où on voit que 8 années sur 10, on n'a pas forcément rempli les critères physiologiques du sorgho. Donc là, la carte, la légende, on a 3 couleurs. En fait, c'est un seuil de degrés jour minimum pour atteindre le stade humidité du grain à 25%, qui est un stade assez clé puisqu'on considère que c'est à partir de ce stade-là que la récolte va pouvoir se faire en bonnes conditions. Et sur le contexte économique, effectivement aussi, pouvoir récolter plus sec, c'est quand même assez intéressant pour imiter le séchage. Et donc, tout ce qui est en beige, c'est inférieur à 1750 degrés jour. Donc, on est sur une offre thermique insuffisante pour faire du sorgho au moins 8 années sur 10. Donc voilà, on sait que c'est des zones qui peuvent être un peu plus limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de sorgho, mais un peu plus limite. Tout ce qui est bleu, c'est ce qui correspond à l'offre pour le groupe septentrional. Donc, on y reviendra après pour les variétés, mais ça correspond aux variétés les plus précoces de la gamme variétale française. Et donc, on voit que ça représente la région centre, la région Pays de la Loire, un peu l'Île-de-France et de la Bourgogne. Mais on peut bien sûr les faire aussi plus au sud. Et donc, ce qui va être en rouge, c'est ce qui est supérieur à 1850 degrés jour. Donc, c'est plutôt l'offre des variétés du groupe méridional. Et donc, c'est les variétés plus tardives, sachant qu'on a un gradient effectivement de tardivité dans les groupes, dans chacun des groupes. Donc voilà, pour se resituer un petit peu votre contexte et votre région et les zones. Donc, au niveau du réseau d'évaluation, alors avant 2020, on avait un système d'évaluation en 3 synthèses, donc avec 3 groupes de précocité, un groupe très précoce à précoce, donc le groupe bleu, qui était représenté en termes de zone d'expérimentation par la zone bleue sur la carte de gauche. Un groupe PDP, donc précoce à demi-précoce, qui représente les variétés du milieu de précocité, on va dire. Et après, les variétés plus tardives, donc variétés demi-tardives à tardives, DTT, qui étaient vraiment expérimentées sur la zone sud. Ça, c'était jusqu'en 2020. Maintenant, à partir de 2021, on a regroupé les zones pour faire que 2 groupes de précocité. Un groupe septentrional qui représente une grosse moitié Nord-France, donc région Poitou-Charentes, Centre, Bourgogne, une partie de la vallée du Rhône. Et on voit que les variétés qui font le pont entre guillemets entre le groupe septentrional et le groupe méridional, on peut renoter RGT Dodge ou Arc-en-Ciel, qui étaient des variétés du groupe PDP, donc du groupe intermédiaire. Et ensuite, le groupe méridional, qui est aussi expérimenté sur les zones sud, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, sud-est, une partie de la vallée du Rhône, où là, c'est Arcane qui fait vraiment le pont en tant que variété la plus précoce du groupe méridional. Et donc, c'est des variétés plutôt sud. Donc, à partir de 2021, il y a ces 2 synthèses et on pourra les compléter en pluriannuel. Donc, par rapport au réseau 2022, donc on avait 34 essais au total sur la France, sachant que le contexte climatique de l'année fait qu'on a eu aussi quelques pertes d'essais. Au final, on a 13 essais sorgho dans les synthèses, 10 essais en septentrional, donc sur les zones Nord-Poitou, région centre et Nord-Vallée du Rhône. Et après, le groupe septentrional, plus centré sur l'Occitanie et sud de la vallée du Rhône, où là, on a 13 essais pour faire nos synthèses. Donc voilà. On va détailler du coup la partie septentrionale au démarrage. Donc, on avait nos 10 essais.
Au niveau de la liste variétale de 2022, on avait 7 variétés de référence, donc certaines que vous connaissez peut-être, hein, notamment des Arski, Armorique, etc., qui sont dans ce panel de référence. Une variété autre qui était Arc-en-Ciel. Et après, on a 2 variétés en post-inscription en première année, donc c'est plutôt des nouveautés. Donc la variété Ponant et la variété Sinaï, qui ont été expérimentées cette année. Et après, 2 autres variétés en expérimentation, en probatoire à la post-inscription, donc ES Willy et Podium. Ils vont être présentés donc par la suite. Donc on vous a remis les départements si vous voulez retrouver un petit peu les essais sorgho sur la France, sachant que voilà, ça représente l'ensemble des précocités du groupe septentrional, ce qui peut être un petit peu large, mais on va voir avec certains graphiques ce que ça donne un petit peu tout ça. Donc, dans le contexte de l'année, on est quand même sur une année en termes d'offres en température assez excédentaire. Vous remarquerez tout de suite, si vous avez déjà fait du sorgho sur les zones un peu plus nord, là on voit dans les synthèses qu'on est entre 15% d'humidité et 19,5% en termes de moyenne sur le réseau. Donc, année où on a eu quand même beaucoup de séchage au champ du sorgho, puisque voilà, on a eu des sorgho récoltés secs, même sur les zones plus nord. Donc, au niveau rendement, là, vous avez les valeurs absolues. Ensuite, on détaillera par variété. Vous avez un petit code couleur aussi, avec les variétés en vert qui sont les variétés de référence. Et si vous voulez positionner les nouveautés ou les variétés autres, elles sont inscrites en noir, donc ce qui permet de positionner un petit peu peut-être les variétés qui sont moins connues voilà, par rapport à des références du marché, pour pouvoir un peu aussi vous aider dans le choix variétal. Donc, bon, sur ce graphique-là, vous avez un peu une tendance qui peut se dégager en termes de rendement en fonction, enfin, une droite rendement en fonction de l'humidité à la récolte. Ce qu'on peut voir, ce qui peut être intéressant, notamment pour les zones nord, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est qu'il y a des variétés qui décrochent un petit peu de cette tendance-là, notamment la variété Sinaï, qui est une variété en première année de post-inscription, qui semble assez précoce cette année et avec un bon niveau de productivité. On a aussi RGT Dodge, qui est plus une référence, mais qui s'éloigne aussi de cette tendance. Donc, ils peuvent être des variétés intéressantes à aller suivre dans ces contextes-là. Donc, voilà pour ça. Ensuite, alors l'approche qu'on a aussi par rapport au sorgho, c'est qu'il y a des essais qui sont positionnés en potentiel moyen et en potentiel élevé. Donc, on choisit des parcelles où on va soit apporter de l'irrigation, soit être dans des contextes assez favorables pour permettre des potentiels assez élevés. Et d'autres essais qui sont placés spécifiquement en conditions limitantes, soit des sols plus superficiels, pas d'irrigation, et donc qui permettent de faire des synthèses par potentiel de rendement, de classer un petit peu voilà, tout ça, de les remettre un peu dans les deux contextes, et de regarder ce que ça donne au niveau de la stabilité. Donc, ce qu'on voit, c'est que potentiel modéré, on est autour de 50 quintaux. Potentiel élevé, on est à 86 quintaux en moyenne. Donc, quand même des écarts assez importants cette année entre les rendements élevés et les rendements modérés. Donc, ce qui permet quand même d'avoir une bonne appréciation du comportement des variétés sous contrainte. Donc, là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a des pointillés qui permettent de représenter le 100%. Donc, si vous regardez en fait à droite du graphique, vous avez toutes les variétés qui sont au-dessus des 100% en potentiel modéré. Et si vous regardez en haut, vous avez toutes les variétés qui sont au-dessus des 100% en potentiel élevé. Donc, si vous regardez en fait dans le carré en haut à droite, vous avez toutes les variétés qui s'en sortent au-dessus des 100% dans les deux conditions. Donc, on retrouve par exemple la variété Sinaï de tout à l'heure. On a aussi RGT Dodge, Podium, Arc-en-Ciel ou Arcane qui s'en sortent plutôt bien. Ensuite, on a des références comme Arski ou Armorique, vous voyez, Arski très stable en pluriannuel, qui est autour des 100%, mais effectivement, on n'est pas à 104% du rendement. Donc voilà, il y a des choses un petit peu à regarder aussi à ce niveau-là, sur cette année particulière, 2022, chaude et sèche. Donc, pour compléter, on a fait l'exercice en pluriannuel sur 2 ans avec les nouveaux groupes de précocité qui permet de donner un peu la tendance et la stabilité des variétés.
Donc, je redétaille pas tout, hein, mais je prends quelques références du marché, hein. Arski, on voit que cette année, effectivement, par rapport à 2021, où elle s'en était très bien sortie, là, cette année, c'est plutôt dans la moyenne. Donc, voilà, un petit peu de décroché cette année sans être catastrophique. Ensuite, Beluga, plutôt dans la moyenne. Armorique, un peu la même tendance, qui sont quand même des variétés assez faites, notamment dans le secteur de la région centre. Et après, effectivement, si on met la lumière un petit peu sur des variétés qui s'en sortent pas mal cette année, on voit RGT Dodge, assez stable, entre 102 et 104% du rendement sur 2 ans, avec 2 années climatiques complètement différentes, hein, avec l'année 2021 très très différente. Arc-en-ciel, Arcane aussi, assez intéressante. Et bon, Sinaï, qui cette année s'en sort très bien, en 2021 était autour des 100%. Petite déception par rapport à West Willy, qui était autour des 100% l'an dernier et qui là par contre a décroché cette année à 95%. Et après Podium aussi, qui était intéressante, que je comparais, qui est assez stable entre 2021 et 2022 et assez bien en termes de productivité. Donc après, pour la zone septentrionale, peut-être juste pour finir, la zone est assez large. Je pense qu'il faut aussi bien regarder la précocité des variétés en pluriannuel pour pouvoir faire son choix variétal, parce que quand on est dans le Loiret ou voilà, dans le nord dans les zones les plus nord, vraiment s'intéresser à la partie précocité. Je pense à Podium qui est intéressante sur le graphique, mais c'est aussi un petit peu plus tardif. Donc les synthèses sont disponibles aussi pour vous aider au choix variétal. Alors donc je vais reprendre la partie méridionale et rebondir déjà sur ce que vient de dire Bastien. Effectivement, les synthèses sont déjà publiées sur nos sites d'information, donc sur les sites Arvalis, et avec les synthèses pluriannuelles, parce que c'est vrai que c'est aussi important de regarder les caractéristiques en pluriannuel et également d'autres caractéristiques qui vont pas être présentées aujourd'hui, comme l'écart par rapport à l'épison, les données que l'on peut avoir sur la verse ou sur la vigueur, qui sont aussi des points importants à prendre en compte quand on choisit une variété. Donc pour le groupe méridional, donc c'est 13 essais avec une liste variétale qui, comme le disait Bastien pour les septentrionales, fait la part belle à quelques références, hein, que l'on garde et qui sont nos témoins. On va retrouver en début de groupe et en limite de groupe Arcane, Chamal, Hugo, Fun, je ne sais pas trop comment on prononce ça, Gustave, et le témoin de précocité, un Dodge que Bastien a montré en septentrional et qui est que l'on garde pour regarder la limite du groupe. D'autres variétés comme Monsoon, Armax, Anguille, hein, que l'on connaît bien, et puis des variétés plus récentes. Donc, je ne vais pas toutes les citer, je vais seulement citer les plus nouvellement arrivées dans le réseau. Donc, viennent d'être inscrites Margot, Aria, Diadème, qui est une variété qu'on avait en probatoire l'an passé, qui est donc une variété du catalogue européen, et Gibson, qui vient aussi d'être inscrite sur le catalogue français. Et puis en probatoire, donc les probatoires, hein, c'est des variétés en fait qui ne passent pas par le catalogue français, qui nous viennent du catalogue européen et donc on teste dans le réseau sous format qu'on appelle probatoire. Donc cette année, c'est Pretoria qu'on teste. Donc même graphique que tout à l'heure, ici on a donc le rendement en valeur absolue sur l'ordonnée et puis l'humidité à la récolte qui nous donne un indice sur la précocité des variétés. Cela dit, l'année 2022 étant très particulière, ça a quand même pas mal resserré les écarts d'humidité entre les variétés, et puis on a des variétés qui ne sont pas tout à fait à la place sur lesquelles elles sont d'habitude. Donc voilà, on a des humidités récoltes qui varient entre 13,5 et 15,5 pour les plus tardives. Donc voilà, on a tout récolté aux normes, voire en dessous. Sur la première partie de groupe, donc on va bien voir donc le témoin de précocité RAGT Dodge. On voit que sur les listes tardives et sur les essais tardifs, hein, elle est limitée par sa précocité, hein, donc le potentiel d'une variété, elle est aussi amenée par le fait d'avoir le temps d'accumuler de la biomasse et du potentiel. Donc les précoces
limité par rapport au tardif dans ce réseau méridional. Donc on le voit bien ici avec Dodge. Sur la référence précoce du groupe, on a Arcane, et vous allez voir aux côtés d'Arcane, Ariane qu'on connaît aussi bien, Alligator qu'on connaît aussi, et puis des variétés plus récentes qui sont en première année, donc je parlais tout à l'heure, Margot, Gibson et Diadème. Donc ils font un petit tir groupé là comme ça sur le début de groupe. Plus décalé, on a Army, mais qui est un petit peu en retrait, et fait une bonne année. C'est la variété Aria, qui est donc en première année aussi de post-inscription, et qui, vous voyez, malgré le fait qu'elle est très précoce, garde un très bon niveau de potentiel, et voilà, du niveau des variétés de fin de groupe. Donc voilà, variété à suivre qui est intéressante. Si on va vers plus le milieu de groupe, on va retrouver beaucoup de références, Hugo, Armelia, Gustave, Monsou, Larmac, Chamal, donc qui sont sur des bons niveaux de rendement. On voit ici l'intérêt d'amener un peu de tardivité pour gagner un petit peu de potentiel. Anguille, d'habitude, est un petit peu plus fin groupe. Elle se décale un peu cette année pour être assez proche du milieu de groupe. Et puis, on voit ensuite des variétés tardives qui, elles, par contre, sont en retrait au niveau du rendement. ES Fun, qui, je pense, a été pas mal pénalisée par sa densité de levée. Elle a une densité de levée qui est inférieure aux autres variétés et qui est un peu limite, donc ça l'a certainement pénalisée. Mais cela dit, elle était déjà en retrait en 2021. On retrouve Balaguer aussi un petit peu en retrait. Et puis, pour une première année d'expérimentation, Pierre Pretoria, qui va être la variété la plus tardive du groupe, mais qui sera trop en retrait par rapport aux références et aux autres variétés du groupe. Donc même graphique que tout à l'heure, on a proposé cette année, l'année a donné cette possibilité de bien distinguer les essais menés en conditions dites limitantes et des essais où on avait des potentiels plus élevés. Donc vous voyez ici le niveau de potentiel, donc on est presque à 85 quintaux de moyenne dans ces essais à potentiel élevé, bien sûr irrigués en méridional, sinon on n'arriverait pas à ces niveaux de rendement. Et puis 56 quintaux pour des essais plus limitants. Donc quand on suit la bisectrice, c'est qu'on a un niveau assez équivalent, que ce soit quel que soit le type d'essai, modéré ou plus élevé en termes de potentiel. Donc on voit qu'on a des variétés qui parfois ont des réponses un peu variables, mais enfin la plupart sont quand même très proches de la bisectrice. Donc on va distinguer RAGT Dodge, qui, comme je vous disais, est limité par sa précocité, donc dans les essais à potentiel, mais qui se retrouve un petit peu mieux dans les essais limitants. Cela dit, elle n'est toujours pas à la moyenne, on est vraiment limité par sa précocité. Et on ciblera ES Fun et ES Monsoon. Donc Fun, on l'a vu de regroupement général, qui est pas génial en potentiel de rendement sur le regroupement général, mais qui s'en sort beaucoup mieux si on regarde les potentiels limités, où elle atteint 102% de la moyenne de l'essai. Et Monsoon a un très bon résultat dans ses essais à potentiel limité. Elle est proche de la moyenne dans les essais à potentiel élevé. Voilà. Et puis, comme pour tout à l'heure, donc dans le carré de droite, c'est quand même à noter, c'est des variétés qui sont au-dessus de la moyenne, quel que soit le type d'essai. Si on regarde le pluriannuel et qu'on compare les résultats sur 2 années donc très différentes, on vous l'a déjà dit, 2022 et 2021. Donc en première partie de graphique, on va avoir les références avec ici Dodge, la septentrionale, et puis Arcane, la plus précoce du groupe, qui sont un petit peu mieux placés en 2022, mais qui sont quand même en retrait par rapport au reste du groupe. Sur donc les autres variétés de référence, Alligator un petit peu plus en retrait, mais sinon, voilà, bon comportement des variétés de référence sur 2021 et 2022. Hugo a noté qu'il fait une très bonne année cette année par rapport à 2021, où elle était plus dans la moyenne. Si on part sur ce groupe-là, on va aller voir des variétés donc plutôt début de groupe généralement, avec les nouveautés, donc Margot,
Donc c'est sa première année en post-inscription, mais on l'avait déjà dans le réseau l'année dernière quand elle était encore non inscrite et qu'elle était au catalogue, hein, donc plutôt une meilleure année en 2022 que ce qu'elle avait montré en 2021. Gibson, régulière dans la moyenne depuis 2 ans. Et puis une nouveauté vraiment qui me semble intéressante parce qu'elle est précoce et elle a un très bon niveau de rendement pour sa précocité, même de manière générale dans le groupe, et en plus elle est très régulière entre 2021 et 2022. Donc c'est Aria. Sur des variétés un peu plus tardives, hein, je vous le disais, hein, Fun, pas vraiment en retrait sur les 2 ans. On voit quand même l'intérêt de variétés un petit peu plus tardives, hein. Anguille qui est toujours là, Armélia qui s'en sort très bien sur 2 ans, Gustave. Et puis sur des variétés plus récentes sur lesquelles on a un petit peu moins de recul, hein, on voit qu'on est un peu plus en retrait avec Balaguer et Pretoria en fin de groupe, et Diadème qu'on a mis là parce que mais qui est précoce, qui est régulière depuis 2 ans, mais quand même en retrait sur plus ce début de groupe là. Donc voilà pour ces résultats. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver tous ces résultats aussi sur notre site internet. Alors bonjour à tous. Donc Silver, je vais prendre la suite sur la partie fourrage, et donc vous parler un peu des résultats 2022 sur les sorgho fourragés monocoupe. On ne parlera pas des multicoupes dans cette présentation. Alors d'abord un petit rappel, donc sur la diapo qui suit, un petit rappel des besoins en température et donc selon les zones de la capacité à atteindre les bonnes sommes de température. Alors je ne sais pas si Aude, les diapos. Tac, merci. Pour avoir une matière sèche suffisante à la récolte et donc avoir des silos qui puissent ne pas faire trop de jus. Donc ce qu'on voit ici, c'est sur les 20 dernières années, la somme de température sur le 10 mai 30 septembre. Et donc la capacité à atteindre ces sommes de température dans 80% des cas. Et donc clairement, ce qu'il faut lire, c'est les zones bleues, on va être sur des zones assez justes, hein, ça veut dire que dans la majorité des cas, on n'atteindra pas la bonne somme de température, on aura du mal à faire du sorgho dans la majorité des cas dans ces zones-là. Zone verte, on sera plutôt sur des choix de variétés plutôt précoces, et puis ensuite les zones beige, orange, rouge, on aura le choix entre des variétés un peu plus tardives et des variétés précoces. Si on fait un petit zoom quand même sur les 5 dernières années, on voit que les zones elles se déplacent assez fortement. Donc on a quand même des années un peu plus chaudes, et donc la zone dans laquelle on pourrait faire du sorgho, elle se décale, donc soit pour les variétés précoces ou les variétés tardives. Les résultats des essais, donc les petits points qui ne sont pas forcément les plus visibles, mais globalement, on avait 4 essais. Il y a 4 essais qui vont être synthétisés là dans les résultats que je vous montre en monocoupe, et puis monocoupe 1, donc les petits points bleus, et puis 5 essais sur les monocoupes 2, les points verts. Donc l'année 2022, année très sèche, a amené beaucoup de variabilité. C'est ce qui fait qu'on a quand même un réseau avec un nombre d'essais limité. Donc monocoupe 1, la signification, historiquement, c'était plutôt des variétés qui se valaient précoces. Finalement, aujourd'hui, on a plutôt des sorgho de petite taille, et monocoupe 2, c'est ce qu'il se voulait plutôt des variétés tardives, et en fait, aujourd'hui, on a plutôt des sorgho de grande taille. Donc, vous verrez, en termes de précocité, on va parler monocoupe 1, monocoupe 2, et finalement, on a à peu près la même gamme de précocité au sein de ces sorgho. Avant de vous parler donc des résultats des sorgho, un petit rappel parce que ça me semble important sur les différents types de sorgho. On a des profils assez différents au-delà des groupes dans les sorgho quand on va les choisir, et donc un petit rappel de comment on peut les classer. Le premier, c'est le type. On va avoir des types grains et des types sucriers. Ce qui va les distinguer, en fait, c'est le taux d'amidon et le taux de sucre soluble des types grains avec des taux d'amidon supérieurs à 20% en général, 25-30% d'amidon dans les types et grains, quand on est inférieur à 20% sur les types sucriers. Et puis des types sucriers qui, eux, auront beaucoup plus de sucre soluble et moins d'amidon.
Ensuite, on va pouvoir, à l'intérieur de ces groupes, regarder la fertilité de la panicule. Les typés grains, forcément, ils font du grain, ils ont une panicule fertile, mais chez les sucriers, on va trouver 3 panicules différentes, des fertiles, des mâles stériles et des photopériodiques sensibles, donc des sorgho qui ne fleurissent pas sous nos latitudes. Et ça va amener des taux de matière sèche, des capacités à atteindre des taux de matière sèche différentes. Donc ce qu'on voit dans le graphe en bas à droite, c'est que des sorgho qui ne fleurissent pas ou qui n'ont pas de grains ont tendance à accumuler de la matière sèche en fin de cycle. Donc c'est une petite vigilance, notamment dans les zones où on est un peu limite en termes de température. Et puis un dernier point dont on entend souvent parler sur le terrain, le caractère BMR des sorgho, donc qui amène de la valeur alimentaire, normalement de la digestibilité, qui peut être intéressante et qu'on ne va pas forcément regarder là dans la présentation, puisque dans les essais de tests post-inscription, on a des sorgho qui sont classés selon des classes d'usage. Donc ce qu'on voit en bas à gauche, donc des classes ensilage, double usage ou industriel, donc qui correspondent à des classes de valeur alimentaire, et donc qui en soi indirectement inclut ce caractère BMR, mais pas que. Donc c'est plutôt ce qu'on va regarder au travers des résultats. Donc sur le groupe monocoupe 1, donc plutôt sorgho petite taille, on a des sorgho, on a une dizaine de sorgho. Du coup, le premier graphique que je vous montre, là, on a les rendements en abscisse et la valeur alimentaire sur leurs données. Donc, on retrouve bien la déclinaison de nos 3 groupes, c'est rassurant, avec les ensilages qui ont les meilleures valeurs alimentaires et puis ensuite les doubles usages et les industriels. Donc là, Amigo, qui a une référence du groupe 2 qui permet d'avoir des repères entre les 2 groupes. Il faudra trouver le compromis. On voit que quand on cherche des variétés qui montent en rendement, on perd en valeur alimentaire. Donc, en fait, il faut trouver un compromis entre valeur alimentaire et rendement au sein des variétés. Et au sein de chaque groupe, quand même, on a des variétés qui s'en sortent un petit peu mieux. Dans la classe ensilage, on voit qu'on a Nutrigrain qui décroche un petit peu en termes de rendement. Et puis, Arigato, BMR41, qui, elles, ont su se tenir pas trop mal en valeur alimentaire et en rendement. Sur les doubles usages, on voit Forum, Vega, qui ont bien tenu en valeur alimentaire, rendement. Un peu en retrait sur le rendement pour RGT Big Ben, RGT Golf, et puis Swing et Argensor qui sont plutôt, eux, décrochés sur la partie valeur alimentaire. Au sein de chaque groupe, hein, il faut le voir en relatif. Pas forcément beaucoup de remarques sur Amigo, on est sur un type industriel, donc valeur alimentaire assez inférieure et des rendements beaucoup plus élevés. Ici, alors le graphique suivant, on voit la précocité des variétés, un point important pour la récolte, la conservation des sorgho. Donc en bas, vous avez la matière sèche des sorgho, avec à gauche les plus précoces, ceux qui atteignent des taux de matière sèche suffisants, puis à droite les plus tardifs. Donc on va de 26 à plus de 40%. Donc on a des variétés qui sont démarquées sur leur côté très précoce, RGT Golf, RGT Swing, où là il n'y aura pas de souci et globalement on atteint des taux de matière sèche assez élevés, donc conservation sans trop d'inquiétude potentiellement. Et puis des variétés où là attention, on reste sur 26-28% de matière sèche, S-Athena, Nutrigrain, mais on ne sera pas encore sur des problèmes de jus normalement sur des silos, mais une petite vigilance et notamment aussi si on les donne en grande quantité à des animaux, peut-être ça pourrait influencer l'ingestion aussi. Voilà. Et ensuite, sur le profil en fait de ces sorgho, comment ils font finalement en grande partie leur valeur UF, hein, parce que c'est pas uniquement l'amidon et le sucre soluble. Donc là, on a l'amidon en bas et les sucres solubles sur leurs données. Et donc à droite, on va trouver des sorgho qui sont plutôt sur des profils grains. Donc là, on voit qu'on a tout un groupe double usage avec plus ou moins de sucre soluble. Et puis à gauche, des variétés plutôt profil sucrier, donc avec moins d'amidon, mais des taux de sucre un peu plus importants. Donc des variétés donc, comme ES Athena, Nutrigrain, Amigo, qui sont plutôt des types sucriers. Bon, Amigo, malgré qu'il soit sucrier, avait une valeur alimentaire assez faible. Et puis des variétés plutôt grains, Big Ben, Argensor, Vega, Forum, Swing, Golf, qui ont plutôt des profils amidon. Donc
Attention, comme je disais, Amigo, valeur alimentaire plus faible, on est sur un industriel. La classe d'usage est quand même un bon indicateur quand on regarde tout ça. Ce qu'on peut retenir sur 2022, sur les monocoupes, c'est bon, sur les classes en silage, pas de problème. On a quand même des sorgho qui ont fait des bonnes valeurs en UF. Hein. On est proche autour de l'UF. Attention à la productivité, à la capacité à atteindre des taux de matière sèche suffisantes pour certains. Et puis sur les doubles usages, alors dans leur classe, certains ont quand même des bonnes valeurs UF, et puis on a souvent des côtés un peu plus productifs en quantité. Et toujours attention sur certains où on décroche un peu sur les UF, le côté productif, ou des sorgho comme RGT Golf qui avaient très peu de sucre soluble, et c'est ce qu'on peut aller chercher des fois sur des sorgho fourragés. Et là, en fait, on aura un profil qui sera assez proche d'un maïs en silage. Dans le groupe des monocoupes 2, donc également une dizaine de variétés qui étaient en essai cette année. Donc si on regarde le côté rendement UF, comme tout à l'heure, hein, on va retrouver nos 3 classes d'ensilage. Double usage, et on a un peu plus d'industriel. On retrouve la pente, hein, quand on cherche un peu plus de rendement, potentiellement on perd en valeur énergétique. Donc Iris et Nutrigrain qui ont un petit peu décroché dans la classe ensilage en termes de rendement, mais avec des très bonnes valeurs alimentaires, et puis ES Athena, Hyperion qui se sont un petit peu mieux sortis avec des valeurs alimentaires qui restent très correctes. Dans le groupe double usage, on voit Emeraude Rutile avec des très bons rendements, des valeurs alimentaires plutôt dans le haut du groupe. Et puis en dessous, Gigante, Sucro, un peu inférieur avec des bons rendements. Et puis KWS Phoenixus qui là est un petit peu en retrait sur la valeur alimentaire et sur le rendement. Et puis bon, tout un lot plutôt biomasse en dessous, sur lequel je m'attarde un petit peu moins. Mais on peut quand même noter des rendements, on était supérieur à 16% pour certains d'entre eux en 2022, en essai micro-parcelle. En termes de précocité au sein de ce groupe, donc on a encore la matière sèche en bas, donc de 22 à 38%. En fait, on couvre à peu près la même gamme finalement que le groupe 1, d'où le fait que finalement la précocité, on la trouve au sein des deux groupes. Donc avec des variétés quand même, malgré le côté industriel et le côté biomasse, des variétés comme Amigo, Juno, Styx qui font des taux de matière sèche assez élevés. Phoenixus en double usage qui permet d'atteindre des taux de matière sèche et donc assez importants. Et puis un peu plus de sorgho, où là on aura des points de vigilance quand même hein, sur le stockage et sur la précocité avec Nutrigrain, Gigante, Rutile qui sont autour des 26%. Jogi, Sucro, Emeraude, un petit peu au-dessus, mais on reste à 28% à peu près de matière sèche dans les essais. Donc petite attention quand même sur comment on va le stocker, avec quoi on peut le stocker. Sur les valeurs amidon, sucre de ces sorghos-là, donc tout de suite ce qu'on peut noter, c'est qu'en termes de taux d'amidon, on a l'échelle qui est en bas, contrairement à tout à l'heure, on ne dépasse pas les 20%, donc on est tout de suite sur des profils plutôt sucriers quand on est dans le groupe 2, les grandes tailles de sorgho. Donc on a du sucre soluble plus ou moins, donc on a des variétés avec un peu plus de sucre soluble comme Rutile, ES Athena en double usage et en ensilage, ou Emeraude, ES Hyperion qui se décrochent un petit peu en termes de sucre soluble avec plus ou moins d'amidon. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir sur ces sorghos, alors on a les classes d'usage, donc il y a ceux qu'on pourrait orienter plutôt pour l'élevage avec 3 types ensilage, Athena, Hyperion, Iris, qui ont des très bonnes valeurs alimentaires. Attention sur Iris, la productivité en 2022 qui est un petit peu décrochée. Et puis des doubles usages, Emeraude, Rutile, un peu plus productifs et qui ont des valeurs alimentaires en double usage qui étaient pas trop mal en 2022 pour de l'élevage qui reste assez satisfaisante. Et puis usage biomasse, alors j'ai mis quelques doubles usages que j'ai pour 2022 rapprochés dans ce groupe-là parce qu'on est quand même assez bas en termes de valeur alimentaire en 2022, qui sont globalement plus productives, mais sur certaines, on arrive quand même à atteindre des taux de matière sèche assez intéressantes. Donc voilà, et donc on peut noter quand même une certaine précocité pour certaines.
Attention, j'ai remis un petit attention aux UF parce que certains sont double usage et c'était justement un petit point d'attention si on compte les données pour les animaux. En conclusion, sur la partie résultats sorgho fourragés, c'est en entrée pour choisir les variétés. Moi, je conseille vraiment d'aller à qui on veut donner ce sorgho et donc de regarder les classes d'usage, ensilage double usage industriel, qui peut permettre de faire un premier tri. Selon sa zone, selon comment on va stocker le fourrage, attention à la précocité. Et puis ensuite, bien sûr, on regardera toujours la productivité, c'est un des points qu'on regarde. Et puis on peut aussi, puisque c'est un des intérêts souvent pour lequel on va voir les sorgho fourragés, regarder comment se fait l'énergie entre sucre et amidon. Ça n'enlève pas qu'on peut regarder d'autres critères qui seront présents dans des brochures plus complètes, comme la vigueur qui a déjà été citée, ou l'averse, qui sont aussi des critères importants sur les cultures du sorgho. Et puis regarder également sur les synthèses pluriannuelles qui sont publiées les résultats des différents sorgho. Voilà pour ce que je pouvais dire en quelques mots, c'est assez synthétique. Ok, merci. Je vous propose de passer à la dernière partie, qui est donc le point sur le désherbage, un sujet très important pour la culture. Donc, je laisse la parole à Sandrine pour cette partie-là. Merci Jean-Luc. Donc, je vais commencer ma présentation par les différentes solutions qui sont à votre disposition donc pour la gestion des mauvaises herbes. Donc, c'est une présentation qui est faite en fonction des stades du sorgho. Donc, on voit la ligne marron là. Donc, entre le semis avant la levée, on va se trouver sur des herbicides racinaires. J'ai positionné, donc c'est le carré effectivement bleu ciel avec l'alcance et le caliprime. Donc, qui sont des herbicides connus sur maïs aussi. À base de clomazone et Pindi pour l'alcance et de mésotrione pour caliprime. Donc, à des doses 2,5 litres pour l'alcance et 0,2 pour caliprine, donc qui est une dose quand même inférieure à celle utilisée sur maïs. Ensuite, dans les herbicides, à pénétration aussi racinaire et à action antigraminée, on a les produits à base de DMTAP, de pétoxamide, de S-métolachlore. Donc là, je les ai situés à partir de 3 feuilles dans le carré bleu foncé. Donc tout d'abord, l'ISAR a une dose d'1,2 litre, donc un peu en dessous de celle du maïs, mais avec qui correspond aux recommandations de BASF avec les 864 grammes par hectare par an. Et en plus, étant appliqué à partir de 3 feuilles du sorgho, correspond aussi à limiter les risques de transfert vers les eaux. Donc ensuite, dans la même gamme de produits, on a le Dakota, donc qui est un peu plus complet avec l'ajout de la pendiméthaline. Il y a aussi le pétoxamide, le Roine, qu'on retrouve sur maïs, et le S-métolachlore, donc avec ou sans bénoxacor. Donc il s'agit du Mercantor ou du Dual. Donc ici, je les ai placés à partir effectivement 3 feuilles du sorgho, même si sur le marché, donc il y a des semences à votre disposition qui est avec un pelliculant, qui est le concept C, donc qui me permet, ce pelliculant, à la graine d'être sélective du S-métolachlore en prélevé. Donc, nous, on le positionne toujours à partir c'est vrai, à partir de 3 feuilles de S-métolachlore pour des raisons que vous connaissez, notamment par rapport à la qualité de l'eau et aux recommandations qui sont faites notamment par toutes les firmes qui vendent du S-métolachlore qui visent à limiter les risques de transfert vers les eaux. Donc, voilà la position d'Arvalis qui est plutôt de dire ce S-métolachlore, on préfère le positionner effectivement à partir de 3 feuilles comme le FDMTAP. Donc, tout d'abord pour des raisons de sélectivité si jamais les semences ne sont pas pelliculées, mais aussi pour des raisons de gestion durable des adventices et des graminées. Voilà. Ensuite, on retrouve dans cette gamme d'herbicides à pénétration racinaire les produits avec de la Pindi.
donc plutôt à spectre dicote. Donc, une autre catégorie qu'on peut appliquer aussi à partir de 3 feuilles du sorgho, qui ont une pénétration foliaire plutôt à large spectre, on va dire, même si c'est peut-être un peu plus limité, c'est le Starship avec de la mésotrione, le Décano avec la sulcotrione et le Boa avec le pénoxulame. Donc, j'y ai un peu plus limité en large spectre parce qu'on ne se retrouve pas du tout avec des doses identiques et des images de produits qu'on peut avoir sur maïs, puisque la mésotrione, c'est une application à 0,5 litres hectare avec maxi 2 applications. Le Décano, c'est 0,5 litres hectare et le Boa, donc spécifique au sorgho, à 0,8 litres hectare. Après, on va retrouver plus les produits à pénétration foliaire, mais à spectre antidicote, donc à base de bentazone et de pyridate avec l'Onyx. Donc avec pareil des contraintes en termes d'application par rapport à ces produits que vous connaissez par rapport à du maïs, c'est des 0,5 litres hectare avec 2 applications maxi pour l'Onyx. Et dans cette catégorie, mais à pénétration à action différente, il y a le biathlon qu'on retrouve un peu sur la droite à base de tritosulfuron. Et après, c'est la gestion, j'allais dire, des dicotes et des vivaces et des dicotes difficiles avec le Casper, le Prédomain, le Coquéran, donc à base de prosulfuron ou de tritosulfuron, plus du dicamba. Et les antivivaces que l'on connaît aussi, à base de clopyralide et de fluroxypyr. Et j'ai aussi mis sur cette diapo le désherbage mécanique, donc avec la RC-Tri, avec des positionnements soit autour du semis ou à partir de 3 feuilles, et avec aussi du binage, bien sûr, un peu plus tardif. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette diapo-là. Ensuite, si on focalise bien sûr sur la gestion des graminées, qui est quand même une des principales problématiques pour le sorgho, on voit qu'effectivement sur sorgho, on est limité en termes de produits. Et si je regarde des résultats qu'on a pu avoir donc ceux-là, ils sont tirés d'essais maïs et sorgho, ce qui explique la dose de caliprime. Donc, ça, faites bien attention, où on est plutôt sur des doses maïs, donc au-dessus de la dose sorgho, mais ça permet d'avoir un peu plus de références. Sinon, je n'aurais vraiment pas beaucoup de références à vous présenter pour le caliprime. Donc, j'ai préféré quand même vous présenter cette diapo avec un peu plus de références, même si les doses sont un peu plus importantes que ce qu'on peut avoir sur sorgho, puisqu'on n'est qu'à 0,2 de caliprime. Donc, quand on regarde, en fait, il y a les différentes adventices présentes. On commence par l'efficacité globale, puis après les graminées, et ensuite les principales dicotes qu'on peut rencontrer ou sur lesquelles on a le plus de références. Donc, ce qu'on peut dire que cette prélevée, en sorgho, on va le accentuer donc sur les paniques, les sétères, les digitaires. On voit qu'effectivement, à part sur panique, on arrive à un niveau de 7, donc qui est le niveau acceptable. C'est vrai que sur sétères, c'est bien plus compliqué, et digitaire, c'est moyen, quoi, aussi. Mais ce qu'on vise sur sorgho, et je pense qu'il faut qu'on garde ça en mémoire, c'est que cette prélevée, elle est faite pour préparer la poste précoce, donc avec aussi, s'il y a besoin, des antigraminées racinaires. Et elle permet aussi de regrouper les levées de graminées et avoir des stades un peu moins disparates aussi à partir de 3 feuilles. Parce que ces graminées, elles lèvent en même temps que le sorgho. Et si on ne fait rien, on risque d'arriver à un stade 3 feuilles et d'être bloqué par les produits à notre disposition et de perdre en efficacité. Donc après là, sur ce graphique, on voit aussi, il y a sur Véronique et sur Mouron des oiseaux, l'apport de l'alcance et du caliprime aussi. Voilà pour cette diapo. Ensuite, on a fait un récap de toutes les données qu'on pouvait avoir sur notre base de données. Pour montrer l'intérêt de cette prélevée, effectivement, pour préparer l'action des antigraminées racinaires à partir de 3 feuilles.
Donc sur la gauche, on a en fait on a regroupé toutes les modalités avec de l'après, donc c'est-à-dire avec de l'alkance ou du caliprime, suivi d'antigraminées racinaires, donc type Isar, type Roanne, type Mercantor, plus de l'onyx à 0,4. Donc on a comparé avec ou sans cette prélevée. Et on a pris l'efficacité globale, donc c'est-à-dire sur l'ensemble des adventices, ou alors que c'est le bâton doré, ou alors que sur les graminées estivales, donc panique, sétère et digitaire. Donc ce qu'on peut voir déjà sur la partie de gauche, c'est qu'effectivement entre sans pré et avec de l'après, on voit bien que l'efficacité est bien meilleure, notamment sur graminées, même si on reste un peu peut-être en dessous du 7, mais on n'y est quand même pas bien loin. Et on a fait la même comparaison, donc c'est sur la partie de droite du graphique, donc avec ou sans pré, pareil avec de l'alkance ou du caliprime, suivi d'un antigraminé racinaire, pareil avec de l'Isar, avec de l'Isar du Roanne ou du Mercantor, plus de la sulcotrione à 0,5. Donc là, on a certainement un peu plus de références que pour le premier, donc peut-être ce qui peut expliquer aussi qu'on a un peu plus de variabilité ou des efficacités un peu moindres parce qu'on rencontre plus de diversité dans les essais et des risques d'échec certainement. Et on peut voir que, pareil, en termes de graminées, et même en global, l'intérêt de la prélevée pour les stratégies de désherbage. Voilà. Ensuite, on va rentrer la diapo suivante, s'il te plaît, sur les résultats des essais 2022. Donc, on a testé des stratégies tout en post, des stratégies puis pré puis post. Donc, des choses assez classiques avec des antigraminées racinaires, avec un large spectre foliaire et avec un antidicote. Et tout ça découpé en pré ou en post. Je vais passer vite parce que je vois le temps et on va regarder plus dans les graphiques. Donc, on avait 3 essais situés à Villefranche, à Étoile et à Saint-Saturnin, avec une flore, donc pour Villefranche et Étoile, plutôt mixte, avec des dicotes classiques, des graminées et aussi de la mercuriale à Étoile. Et pour Saint-Saturnin, c'était plutôt avec des dicotes plutôt compliquées, mercuriale et liseron, d'ailleurs avec une belle densité en mercuriale. Donc, je vous ai rappelé les conditions de l'année en fonction des essais. Villefranche et Étoile ont été semées début mai. L'après a été faite pratiquement en suivant le semis. Dans des bonnes conditions pour Villefranche, plutôt sèches pour Étoile, donc ce qui peut expliquer des pertes d'efficacité, notamment pour les racinaires, autant en pré qu'en post. Ensuite, la poste plutôt moyenne pour Villefranche et plutôt bonne pour Étoile. Et pour Saint-Saturnin, on avait des conditions assez bonnes pour les racinaires et les foliaires. Donc la diapo suivante, s'il te plaît. On va voir en termes d'efficacité globale, donc c'est-à-dire sur l'ensemble de la flore, donc hors vivace. Donc on a les 3 points. Enfin, les carrés, le rond et le triangle sont les 3 essais de l'année. Et le bâtonnet de couleur représente la moyenne. Et on a la note de 7 qui représente l'acceptabilité du désherbage. Donc, on a coutume de dire qu'à partir de cette note-là, un agriculteur est satisfait de son désherbage et ne fait pas une autre intervention. Donc, en termes d'efficacité globale, on voit qu'on est quand même en dessous du 7, même si certaines modalités s'en approchent. Et on voit bien sûr, on peut voir effectivement l'essai d'étoile, le triangle qui est bien en deçà. Donc on va voir pourquoi en précisant en fonction des graminées ou des dicotes, si tu veux passer sur la diapo suivante. Donc là, ça reprend que les graminées. Donc on a l'efficacité globale que je vous ai présentée avant, le panique faux-millet et panique pied de coq qui était présent à Villefranche et la sétère à Étoile. Donc là, on voit vraiment ce qui fait chuter les efficacités, effectivement, sur Étoile, où on a des produits déjà, enfin, on sait déjà la gestion de la sétère est compliquée en sorgho, et en plus avec des conditions sèches, donc pour les antigraminées racinaires, qui a encore plus pénalisé l'efficacité des produits. Sur panique pied de coq, on voit qu'on arrive à contrôler
même si certaines modalités sont bien meilleures que d'autres, mais globalement, on arrive à désherber, donc c'est plutôt une bonne piste, parce que c'est vrai que le panique, on en rencontre pas mal. Le panique pied de coque, panique faumillé, pardon, un peu plus compliqué, même si on peut voir que en fait, les 3 modalités sur panique pied de coque qu'on voyait les meilleures se retrouvent aussi sur panique faumillé. Avec, alors, si je vous prends c'est Isar Boa Biathlon en un passage, la barre grise. Et après, c'est les applications en pré puis post. Donc, Alcan 5.5 Isar Prédomain Actirobe et la Alcan 5.5 Mercantor Boa. Voilà. Et on voit qu'on arrive presque au 7, donc on peut se dire que le désherbage est satisfaisant sur les paniques. Ensuite, on a sur les graminées, les dicotes. Donc là, je vous ai représenté des regroupements les deux essais sur la Morelle, donc à gauche où on avait à Villefranche et dans la Drôme, et à droite sur la Mercuriale, dans la Drôme et dans Charente-Maritime. Donc globalement, je vais faire vite parce que je vois le temps qui défile. Sur la gauche, sur Morelle, pas vraiment de soucis. En tout cas, on a des solutions, même si effectivement, en fonction des produits, on voit qu'il y a des choses qui décrochent et d'autres qui sont plus favorable, mais en principe, la Morelle, ce n'est pas l'adventice qui nous pose le plus de problèmes. Par contre, sur Mercurial, on voit que c'est un peu plus compliqué, mais notamment, on retrouve notre essai d'étoiles où les conditions étaient difficiles. Et Mercurial, les modalités qui s'en sortent un peu mieux, c'est Isar, Boa Prédomain en une application. Avec le biathlon aussi, Isar Boa Biathlon, et la double application, Isar en Alcan sans pré, suivi d'Isar Prédomain. Donc l'ajout de Prédomain a certainement un effet aussi sur la Mercuriale. La diapo suivante, s'il te plaît, qui reprend, donc il y avait des modalités en commun sur les essais 2021-2022. Donc après, j'ai fait un récap, un peu dans le même esprit parce qu'effectivement, il y a certaines modalités qui sont peut-être plus en adéquation avec des graminées ou des dicotes. Enfin, voilà. En fonction des produits, effectivement, il y a des spectres qui sont plus adaptés. Donc ici, ça reprend en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 essais. Et donc, ceux qui sont en bleu, les points en bleu sont les essais de 2022 et les autres de 2021. Donc, on avait de l'acéter en 2021, du panique faumillé. Et 2022, on retrouve nos 2 paniques et l'acéter verte. Donc, on voit que c'est en global. Donc, en fait, c'est vrai que c'est tout. Bon, on a mixé le tout, mais il y a des choses qui sont des produits qui sont plus ou moins adaptés en fonction des graminées. Par contre, on retrouve quand même donc là, c'est à 30 jours après l'application de post. On retrouve quand même nos modalités des pré puis post, donc le bâtonnet bleu clair et vert clair, où on voit les efficacités un peu meilleures au niveau de 6, donc à peine acceptables, mais qui quand même permettent un contrôle un peu meilleur. Sur les dicotes difficiles, j'ai fait le même exercice. Donc, on avait de la Mercuriale en 2021 et de l'Ambroisie et de la Renault-Liseron. Et pour 2022, on se retrouve avec de la Mercuriale. Donc, on voit l'intérêt. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des modalités où avec Isar Boa Prédomain, par exemple, et l'après puis post, où on voit vraiment le bâtonnet bleu ciel, où les données sont assez regroupées. Donc ça, c'est assez intéressant aussi en termes pour voir sur les dicotes difficiles qu'on peut rencontrer sur le sorgho. Est-ce que j'ai une autre diapo de résultats? Non, je ne crois pas. Voilà. Après, bon, les perspectives pour les années, pour cette année, donc c'est continuer bien sûr de travailler sur cette gestion durable et précoce des graminées et dicotes difficiles, parce qu'on sait que c'est là où ça pose problème pour vos implantations de sorgho. On pense aussi travailler, s'inspirer des essais qu'on peut faire sur maïs en travaillant avec du chimique sur le rang et du mécanique sur l'interrang. Ça peut nous permettre aussi de compléter des efficacités et bien sûr de maintenir la veille sur des nouveautés, des opportunités en fonction de ce qui se présente sur le marché.
Oui, alors merci à tous pour votre participation. Alors je remercie en particulier toutes les personnes qui m'ont accompagnée aujourd'hui pour ce webinaire. Merci pour leur travail. Et puis je remercie aussi les participants qui sont largement connectés, hein. On avait plus de 160 participants aujourd'hui. Donc j'espère que ce live vous a satisfait. On est en train normalement de vous mettre le lien d'enquête dans le chat, sinon on vous l'enverra par la suite. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires et aussi les sujets que vous aimeriez qu'on présente l'année prochaine. Donc j'ai évoqué que les résultats variétés étaient déjà publiés sur nos sites. Il y a d'autres résultats à venir et notamment la publication du Choisir Sorgho qui devrait intervenir début mars, dans lequel vous retrouverez la partie désherbage que vient d'évoquer Sandrine, mais aussi la partie fertilisation, irrigation, qui sont des points importants aussi pour la culture. J'ai vu qu'il y avait dans le chat une question sur la fertilisation. Donc merci encore à tous, et puis désolée pour ce petit Et retard. Aude, si tu veux bien rajouter aussi, oui. Il y a le dépliant aussi qui va sortir. Oui, ah oui, tout à fait. Ça, je voulais le dire et puis j'ai oublié de le dire. Effectivement, la sortie est prévue quand, là, incessamment sous peu, dépliant Sorgho? Ça sera février. D'accord, ok. Très bien. Et puis donc, je vous rappelle aussi que vous recevrez le replay qui sera mis aussi en ligne sur YouTube. Donc, merci encore et puis bonne journée à tous. À bientôt.